Chaque lundi, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous avons rendez-vous désormais avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas pour notre quart d'heure américain. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous en visioconférence. Je crois qu'il y a eu deux informations importantes la semaine dernière, en provenance des États-Unis. Alors le rapport mensuel de l'inflation, on y reviendra avec la perspective de la réunion de la Fed qui commencera d'ailleurs demain. Et puis le message de FedEx, qui est un message assez alarmant, peut-être le premier message alarmant de cette nature envoyé par une entreprise globale, et le patron de FedEx, d'ailleurs, je crois, n'a pas mâché ses mots pour décrire la situation à laquelle son groupe faisait face aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de ce message, Pierre-Yves ? Moi, j'aimerais savoir si, justement, c'est un phénomène macro qui nous est révélé par FedEx en premier, mais qui ensuite nous sera confirmé par d'autres, à commencer par les rivaux de FedEx, UPS, ou si c'est un problème FedEx. Est-ce qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain ou non ? Une autre manière de formuler la question, c'est est-ce que ce que FedEx nous a annoncé ressemble à ce que nous ont annoncé Walmart et Target à deux reprises au cours des 6 derniers mois, à savoir que leurs affaires n'étaient pas bonnes, mais le marché a su, après le choc initial, faire la différence entre ce qui participait du problème de surstockage de Walmart et Target et de ce qui participait du ralentissement de la consommation aux États-Unis. FedEx est une société énorme, incontournable. Je rappelle quelques chiffres qui font quand même rêver. FedEx, c'est 700 avions, c'est 215 000 camions qui circulent dans les rues du monde entier. C'est 550 000 employés dans 220 pays. Donc, si FedEx a un problème, et si FedEx, entre la mi-septembre et 3 semaines auparavant, tout semblait bien, nous annonce que ça va très mal en Chine, que la demande de transport de colis s'effondre, que la demande de transport de colis pour le commerce e-commerce, pour les achats en ligne s'effondre aussi, nous avons un problème macro, c'est très grave, simplement FedEx est le premier à nous le dire et d'autres vont nous le dire. Ou alors, nous avons un problème qui est plutôt un problème FedEx, avec des énormes investissements qui n'ont pas été très bien faits, avec l'intégration de cette fameuse acquisition à laquelle ils ont procédé en 2016 de l'européen TNT, et on remet ça un petit peu dans le contexte où FedEx est quand même un habitué du ratage de ses objectifs de résultats trimestriels. Remettre aussi ça dans le contexte de l'arrivée d'un nouveau patron depuis le mois de juin, qui avait sur le dos un fonds actif, un fonds spéculatif, D.E. Shaw, qui exigeait une augmentation des rendements. Monsieur donc Subramaniam, qui maintenant a remplacé Fred Smith, est en train de faire d'énormes promesses au mois de juin. Ça fait exploser la valorisation de FedEx, et puis là, on retombe finalement au niveau de valorisation qu'on avait observé auparavant. On est passé de 18 à peu près à 11, et si on regarde le PE forward, je ne sais plus comment on dit ça en français, les anticipations de ratio prix-bénéfice, on tombe à 8. Peut-être que c'est le bon moment de racheter FedEx. Deux rendez-vous importants pour essayer de savoir ce qui se passe. Le premier, c'est le 22 septembre. C'est le conference call du nouveau patron de FedEx qui va devoir expliquer à Wall Street, qui est sous le choc, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que son plan de redressement est remis en question ? Comment va-t-il, d'ici 3 ans, redresser la barre ? Et puis, l'autre chaussure qui pourrait tomber, pour parler anglais, c'est de savoir si UPS, le grand rival de FedEx, va à son tour, d'ici quelques semaines, nous annoncer que oui, il y a un problème, la demande mondiale s'effondre. Oui, je crois que ça résume d'ailleurs assez bien l'enjeu de la prochaine vague de publication de résultats. Pour chaque secteur qui fait face à des difficultés particulières, on analysera le message des entreprises. Est-ce qu'on va faire des read-across génériques à chaque fois ? Est-ce que chaque situation d'entreprise sera spécifique dans le contexte actuel ? Point très intéressant sur FedEx. Donc on attendra la conférence call du nouveau patron de FedEx et les résultats d'UPS pour confirmer ou infirmer peut-être la nature globale macro du
message qui a été délivré par FedEx la semaine dernière, qui a été quand même un warning retentissant, qui a sans doute participé à secouer les marchés, au moins autant que le chiffre d'inflation aux États-Unis et la perspective d'une nouvelle hausse de taux de la Réserve fédérale américaine cette semaine. Ça n'est pas du tout une surprise, Pierre-Yves. Je ne sais même plus comment formuler la question. Pourquoi est-ce que la Fed ne fera pas 100 points de base cette semaine? Est-ce que c'est une bonne question? Je pense que s'ils font 100 points de base, paradoxalement, ils vont nous faire peur, bêtement. On s'attend tellement à ce que ça soit 75 points de base que s'ils font 100 points de base, on va se dire « oulala, ils savent des choses que nous ne savons pas ». La situation est encore plus grave que ce que l'on redoute en matière d'inflation sous-jacente. Et sur le fond, en ce qui concerne la maîtrise de l'inflation, franchement, quelle différence ça fait 75 ou 100 points de base? Pas grand-chose pour l'économie réelle. Je pense que le plus important, c'est qu'ils fassent 75 points de base cette semaine, et puis ensuite à nouveau 75 points de base en novembre, et puis à nouveau en décembre. C'est plutôt la progression et la manière consistent de conserver ce redressement des taux du coût du crédit aux États-Unis qui est importante plutôt qu'une différence de 25 points de base en quelques jours. Pour autant, il y a quelque chose qui me frappe, Grégoire, et là, je m'appuie sur mon âge canonique. Je suis arrivé à Washington quand Paul Volcker était encore patron de la Fed. Je crois que pour la première fois de ma vie, depuis cette époque-là, depuis le début des années 80, nous sommes dans une situation où la Fed n'a plus peur de faire peur au marché. Et ce message a été communiqué de manière assez explicite, d'ailleurs, par certains. Je pense au président de la Réserve fédérale de Minneapolis, qui, le lendemain du discours de Jerome Powell à Jackson Hole, après que Wall Street a connu sa plus forte chute depuis le mois de juin, M. Kashkari a dit « Je suis content de voir la réaction du marché au discours du président Powell. » C'est-à-dire, je suis content de voir que non seulement le marché obligataire s'effondre, mais les marchés d'actions s'effondrent. Il y a très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Vous vous souvenez, en 2013, lorsque Ben Bernanke commençait à dire « le moment est bientôt venu d'abandonner l'assouplissement quantitatif », on s'est dit « oh là là, ça va être dramatique, effondrement du marché obligataire ». On a trouvé d'ailleurs un surnom à cette réaction du marché, c'était le « Tapper Tantrum ». On oublie le Tapper Tantrum, on est en plein dans le Tapper Tantrum et la Fed persiste et signe. Une autre manière de voir les choses, s'appliquant davantage au marché d'actions et moins au marché obligataire, c'est ce que l'on appelait le Greenspan Put. Vous vous souvenez, put étant le nom du produit dérivé que l'on achète. Quand le marché tombe, le put va grimper. Où est le Greenspan Put qui est devenu ensuite le Bernanke Put, qui est devenu ensuite le Yellen Put? Il n'y aura pas de Powell Put, il n'y a plus de put. Maintenant, la Fed dit l'inflation est de nouveau dramatiquement importante, c'est notre objectif, la santé de l'emploi américain est suffisamment forte pour que l'économie américaine puisse supporter un relèvement important et durable des taux d'intérêt jusqu'à ce que l'inflation soit de manière convaincante maîtrisée. On oublie les marchés, à moins bien sûr que l'effondrement ne remette en cause la stabilité du système. Alors là, c'est autre chose. Mais pour le moment, Jérôme Powell n'a pas peur de faire peur à Wall Street. Ah non, il n'y a aucune ambiguïté dans le discours. Je suis bien d'accord avec vous, Pierre. Je pense même que ce qui explique en partie le discours aussi expéditif et direct de Jérôme Powell à Jackson Hole, c'est le Nasdaq qui reprend 20% et plus au cours du mois de juillet. Exactement ce qu'ils ne veulent pas voir à ce stade du resserrement de la politique monétaire. Ils veulent punir le marché. Vous savez, Bill Dudley, qui a été économiste en chef de Goldman Sachs, qui ensuite a été patron de la Réserve fédérale de New York, qui maintenant n'est plus dans le circuit de la Fed, dès le mois d'avril, avait dit, ouvrez les guillemets, il faut que les actions baissent et il faut que la Fed force les actions à baisser. On ne peut pas être plus explicite dans cette mise en garde et dans ce désir. Les marchés ne font plus la loi, nous allons montrer qui est le patron. Et le patron, en période de forte inflation, il faut que ça soit la Fed. Un mot de politique pour finir, Pierre-Yves, dans le fil rouge qui va nous conduire jusqu'aux élections de mi-mandat début novembre aux États-Unis. L'immigration sera évidemment un thème encore structurant.
Oui, c'est un des thèmes sur lesquels les Républicains comptent pour mobiliser leur base, qui s'est un petit peu dilapidée au cours des 2 derniers mois. Ce n'est pas le seul thème sur lequel les Républicains se sentent forts, mais c'est un des thèmes importants, et c'est un des thèmes qui, au cours des derniers jours, est revenu au centre de la conversation politique américaine avec cette espèce de coup extraordinaire, stupéfiant, honteux, diront certains. Le gouverneur du Texas, depuis le début du mois d'août, envoie par autobus entier des migrants sans papier ou avec papier qui ne sont pas expulsables. Il les envoie dans des grandes villes démocrates qui se présentent comme des villes sanctuaires. New York, Chicago, Washington, Boston, etc. C'est un moyen pour lui de médiatiser le fait qu'il y a beaucoup trop de migrants à la frontière du Texas et du Mexique, et que si on les envoie dans les villes démocrates qui prétendent vouloir les accueillir à bras ouverts, les responsables et les élus locaux vont s'apercevoir de la complexité de l'accueil d'un si grand nombre de migrants. On est allé au-delà de cette technique de provocation avec la décision prise par le gouverneur de l'État de Floride, M. Ron DeSantis, qui brigue, bien entendu, l'investiture républicaine pour les élections présidentielles de 2024, et qui a mis dans 2 avions à peu près 70 Vénézuéliens et qui a fait atterrir cet avion à Martha's Vineyard. Martha's Vineyard, c'est un petit peu l'île de Ré américaine. C'est l'endroit où les Kennedy, les Clinton, les Obama et tout ce que l'Amérique compte de très très riches et de très très démocrates passent ses vacances. Et là encore, l'idée c'est, écoutez, messieurs les démocrates, vous représentants de la gauche caviar, débrouillez-vous maintenant avec tous ces migrants. C'est un coup médiatique exceptionnel qui est dénoncé comme l'instrumentalisation de gens qui sont fondamentalement des victimes des circonstances, mais c'est un coup qui a permis aux républicains sur la droite, sur la frange droite du parti, de se présenter comme les gens qui veulent défendre des frontières qui, à leurs yeux, sont complètement poreuses, non sans raison. Et puis ça repose la question de ces villes sanctuaires. Si on a le temps, je peux en dire un mot. Non, il faudra qu'on en reparle une prochaine fois, Pierre-Yves. Non, mais je le dis d'un mot, mais villes sanctuaires, c'est les villes qui se montrent plus accommodantes que les lois fédérales, c'est ça, vis-à-vis de l'immigration, Pierre-Yves? C'est très simple. Ce sont des villes qui ont décidé, c'est officiel, que la police locale n'appliquerait pas les lois fédérales en matière d'immigration. Donc, être immigré sans papier n'est pas considéré comme un délit dans une ville sanctuaire. Voilà qui nous amènera gentiment, je le dis, aux élections de mi-mandat. La vue de la vie politique et économique américaine, la vue de Pierre-Yves Dugas, chaque lundi à 17h45 en direct dans ce quart d'heure américain, rediffusé, je le rappelle, à 20h45 sur Bismart TV et à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Merci beaucoup Pierre-Yves, on se retrouve lundi prochain à 17h45 dans Smart Bourse sur Bismart.